bienvenue à tous pour cette émission très spéciale de Tokukino. Vous savez que les anniversaires, c'est des dates importantes dans le toku et que... Oui bon bref, ça fait 3 fois d'affilée qu'on vous le fait, mais c'est pas ma faute. L'omnibus du mois de mai de Ludokino est consacré aux films amateurs et à la création nerd sur internet. Eh bien, imaginez si l'une des œuvres les plus importantes du mouvement était un tokusatsu, que son créateur Alex Pilote avait déjà été reçu par l'équipe en septembre dernier et que la date de la sortie de cette émission soit à peu près la même que celle de la diffusion du premier épisode sur Game One. C'est presque trop beau pour être vrai, c'est un peu comme si on avait fait exprès. Aujourd'hui, on parle de France 5. Pour planter le décor, revenons au Japon dans les années 80, où se tient la convention de science-fiction annuelle dont le nom change selon le lieu d'accueil. En 1981, la Daikon 3 a donc eu lieu à Osaka. Pour l'ouverture du festival, un groupe d'étudiants se charge de produire un court-métrage d'animation bourré de références pop culturelles et devenu culte. Ce même groupe, prenant le nom de Daikon Film, remettra ça en 1983 pour la Daikon 4, puis réalisera une poignée de courts-métrages dans les années suivantes. On pense notamment à Return of Ultraman, une parodie gaguesque du géant de Tsuburaya. Malgré ses débuts modestes, la Daikon Films aura une importance assez folle dans la culture populaire japonaise contemporaine. Véritable vivier de talent, avec en son sein un nombre assez ahurissant de noms immanquables d'aujourd'hui, tels que Anno Hideaki, créateur d'Evangelion. On y retrouve aussi ses futurs collaborateurs les plus proches, dont Higuchi Shinji ou Sadamoto Yoshiyuki. La Daikon Film est en effet l'embryon du mythique studio d'animation Gainax. En 1982, la Daikon sort Aikoku Sentai Dai Nippon, une parodie des Super Sentai de la Toei. Le concept est simple, une équipe de rangers part affronter l'Empire de Def Kremlin. Le détail amusant, c'est que chacun des membres de l'équipe représente un aspect caricatural de la culture japonaise. On a Red Kamikaze, Blue Harakiri, Yellow Tempura, Green Sukiyaki et Pink Geisha. Cet obscur court-métrage, quasi introuvable, tombe à la fin des années 90 entre les mains de Alex Pilote, qui travaillait à l'époque chez Game One, entre autres à l'import d'œuvres japonaises. Mais pas que. Fort du relatif succès de sa propre série Bitoman, déjà très portée sur l'hommage aux animés et à la culture japonaise, Pilote avait déjà en tête de s'essayer au Sentai. C'est là que lui et son équipe découvrent le court-métrage de la Daikon, qui les a époustouflés pour du travail amateur. Alors, ils s'y mettent. Si au départ l'ambition est moindre et la vision potache, rapidement l'équipe se consolide, puis la production se lance et se prend au sérieux. Ils fabriquent des costumes, des casques, bon assez flingués au début, tentent d'imiter au mieux le style des Sentai qu'ils regardent à l'appel, histoire d'éviter la caricature un peu grotesque comme on avait pu le voir avec les Inconnus quelques années auparavant. Je suis là. À l'instar des productions de la Daikon Film, qui sortaient à l'occasion des conventions Daikon, les premiers épisodes de France 5, eux, furent d'abord diffusés à la Cartoonist, une convention de Japanimation qui s'est tenue entre 1993 et 2003. Le premier épisode y est donc diffusé en avril 2000, suivi du deuxième et du troisième en novembre 2001 et 2002 respectivement. Ils seront par la suite diffusés à la télévision sur No Life, mais d'abord sur Game One, notamment grâce à l'appui de Patrick Sarrea, le directeur des programmes de l'époque. Ce dernier lancera avec l'aide d'Alex Pilote la nuit du film amateur le 8 juin 2001, un programme qui propulsera la popularité de France 5 pour en faire un pilier de la création amateur otaku en France. Mais du coup, de quoi ça parle ? L'Empire Lexos, dirigé par l'infâme Glou Manchu, a pour but de détruire la Tour Eiffel, qui est en réalité un puissant totem d'exorcisme qui empêche ses troupes d'envahir le monde. Il y envoie régulièrement des sbires, les Panous, dirigés par ses terribles lieutenants Cancrelax, Ecstasy ou Warduke, et d'étranges Strums aux pouvoirs variés. Heureusement, la Terre n'est pas sans défense. Pour la protéger, les France 5 sont là. Red Fromage, Blue Accordéon, Black Beaujolais, Yellow Baguette et Pink à la mode luttent contre les forces du mal, assistés du professeur Burgonde et du mystérieux Silver Mousquetaire. Si tout ça sonne comme une blague, c'est qu'il y a là-dedans un aspect comique à ne pas négliger. Mais ne vous y trompez pas, France 5 n'est pas une parodie, mais bel et bien un pastiche du genre. Tout n'est qu'une lettre d'amour sincère aux folies et au charme du tokusatsu. On s'éloigne du ton beaucoup plus potage de Bitoman pour retrouver dans France 5 des références à certaines séries. Le grand méchant dans le ciel et la méchante qui est en réalité la love interest du Ranger Rouge, qui se fait brainwasher, c'est Jetman par exemple. Les premiers épisodes suivent le format classique des Sentai de la Toei. Un sbire du grand méchant a un plan en tête, un des membres des France 5 y est confronté lors d'une storyline personnelle, les méchants se dévoilent, les gentils se font un peu casser la gueule puis se mettent en costume, battent le monstre qui devient un géant et il faut alors monter dans le gros robot pour le bousiller. Néanmoins, à partir de l'épisode 4, la série prend une autre tournure. L'idée étant d'émuler les derniers arcs des Sentai, où toutes les trames narratives se croisent et où il faut enfin affronter le grand méchant lors des 3 derniers épisodes. Alors France 5, est-ce que c'est bien ?
Ça dépend. Faut accrocher, être capable de voir le véritable charme de la série derrière, son côté cheap amateur, comme beaucoup de tokusatsu. Elle n'est pas sans défaut. Par exemple, au début, ça joue mal de fou. Quand on parle du loup. On sent qu'aucun de ces mecs n'a de formation de comédien. Et heureusement, Frédéric Costin arrive dans les épisodes suivants pour les remettre dans le droit chemin d'une main de fer. Non. Et il tergiverse pas, il dit t'es assez nul, il faut que tu refasses. Quoi? Non. C'est pas comme ça que tu claques une portière. Je veux plus de... Déjà, tu mets déjà de la pêche là-dedans, dans ce geste-là. La série est ce qu'elle est, une capsule temporelle, adorée par certains, qu'elle a su toucher en plein cœur, vue par d'autres comme un chouette morceau de l'histoire de la fiction geek en France. Mais un truc qu'on ne peut certainement pas lui retirer, c'est qu'elle est salement impressionnante. Réussir à faire tout ça en amateur, alors qu'ils étaient en tout début de vingtaine. Mais c'est un truc de malade en fait. Regardez-moi un peu la gueule que cette série a réussi à avoir à une époque où ça montait les épisodes sur cassette Betamax dans les locaux de Game One. On a pu se moquer des casques du premier épisode, mais regardez la classe qu'ils ont pris dans les suivants. Et ça, c'est pas grâce à un bon budget. Chaque épisode avait une petite cagnotte commune pour faire tant bien que mal les épisodes. Non, ce niveau de production design n'est dû qu'à une dévotion tarée au projet. Tenez les casques, ils ont presque pris un an entier à les faire. Pour avoir de meilleurs costumes, ils sont carrément allés au Japon pour acheter du spandex. Les monstres sont de plus en plus cool, chaque nouvel épisode cherche toujours une petite trouvaille économe pour montrer une petite croquette à l'écran. Et puis amateur ne rime pas avec manque d'ambition. L'épisode 5 s'ouvre sur un plan séquence qui à première vue ne paye pas de mine, mais qui, pour les moyens de production de la série, a demandé un acharnement passionné. Ce qui marque un amoureux du tokusatsu dans France 5, c'est aussi que la série ne singe pas simplement les costumes et les monstres. Tout dans la forme est pensé pour imiter à la perfection le toku. On a parlé des références à Jetman par exemple, mais ça ne s'arrête pas là, tout y est. Les combats avec cascadeurs, des zooms ultra rapides, le jeu des comédiens masqués qui doivent communiquer leurs émotions, jusque dans des trucs très spécifiques, comme les sauts en plein milieu des combats qui transportent dans un lieu complètement différent, comme dans l'épisode 2, où ça se tape dans la cour de Canal+. Et en même temps, il faut se dire que cette équipe, c'est pas n'importe quoi. Au début de cette émission, on a parlé de Daikon Film comme un grand vivier de talents où ont débuté en amateur des grands noms de la scène. Et au final, France 5, c'est la même. Dans toute cette équipe, on retrouve un peu tous les tauliers de la scène otaku en France. Rien qu'Alex Pilote, qui va fonder en 2007 avec Sébastien Ruchet, qui joue Red Fromage, la chaîne No Life. Mais il n'y a pas que. Grégoire Hello, le scénariste de la série qui joue Silver Mousquetaire, c'est un journaliste JV hyper important. Il dirige la maison d'édition Kurokawa et il est derrière l'émission Sumimasen Turbo avec Pouyo et Daniel Andreev, qui lui interprète Blue Accordéon et qui a son propre palmarès journalistique. Au casting, on retrouve aussi le très important Patrick Giordano, qui a, entre autres, lancé Game One. Bref, il y a des gens là-dedans qui, par la suite, ont travaillé dans l'édition, chez Animeland, dans la presse JV. On y retrouve aussi d'autres créateurs de fiction à succès, dont on a pu vous parler au cours de l'omnibus sur Ludokino, comme Damned ou la Flanders Company. Tout ça pour dire que France 5 a été un rassemblement des futurs grands curateurs de la culture japonaise en France. Sans tous ces jeunes otak qui se sont décidés en 1999 de faire des galipettes en lycra, le visage de la culture otaku en France n'aurait pas été le même. Ce sont des gens qui ont passé leur vie à rendre hommage à cette culture et à la rendre accessible pour le public français. Quelqu'un comme Alex Pilote, au final, on pourrait le comparer à un Christophe Gans ou à un Jean-Pierre Dionnet en termes d'importation et de curation. Et pour qui écrit ces lignes, c'est pas des compliments en l'air. Amis de la dernière séance, bonsoir. À votre programme ce soir, 2 westerns. D'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé. Si France 5 a rencontré en France un certain succès d'estime, il est amusant de voir que les Japonais aussi sont tombés amoureux de la série. Après que certains, dont Grégoire Hello, aient filé des cassettes de France 5 à des contacts au Japon, le phénomène y a pris de l'ampleur. Il y a eu des reportages télévisés consacrés à la série, avec des journalistes fascinés par la lettre d'amour de ces Frenchies otaku pour un genre qui paraissait pourtant si japonais. Et il y a même un fan club de France 5. Ils se rassemblaient pour mater la série, parler autour d'elle et pour inviter au Japon les membres du casting et de la production. Le public japonais a été très touché par cet hommage sincère aux séries de leur enfance, offert par des gens qui comprennent réellement de quoi il s'agit. C'est au tiers où l'avant-première du dernier épisode a eu lieu au Japon avec le fan club, avant même d'être diffusé en 2012. Le fan club a aussi édité un fanzine France 5 en japonais. Le truc est carrément chiadé d'ailleurs, on croirait vraiment un travail de pro. C'est sûrement l'objet le plus cool qui a émané de toute la scène du fan film français. Je le veux, putain. On pourrait croire que cette fascination est assez niche et ne concerne qu'une poignée de convaincus. Mais en réalité, les fans de la série sont partout. Tenez, dans un épisode de Collector's Quest de Florent Gorge, on apprend que ce dernier est parti avec Alex Pilote enregistrer un podcast au Japon sur l'intérêt du public français pour la pop culture nippone. Lors du tournage, le présentateur s'est mis à parler avec passion de France 5 en ignorant même que le réalisateur se tenait en face de lui.
c'est aller jusqu'à ce que le mec chiale en live au milieu de la rencontre. Quand même. On notera d'ailleurs que le second opening, celui qui ne vole pas la top line de Bioman, est chanté par Kushida Akira, un artiste qui a interprété des openings d'anime, une musique originale exclusive à la version japonaise de Mad Max, d'accord, et surtout plusieurs openings de tokusatsu, comme XOR. Il a découvert la série par hasard au début des années 2000 et s'est proposé pour interpréter un générique pour l'équipe tellement il était charmé. France 5, c'est une sacrée aventure humaine. C'est aussi l'histoire d'un groupe d'amis passionnés qui, avides de création et de culture japonaise, ont non seulement su donner tout ce qu'ils avaient pour réaliser leur projet de rêve, mais qui se sont imposés comme de véritables référents de la culture nerd, otaku, à une époque où l'internet que l'on connaît aujourd'hui n'en était qu'à ses balbutiements. C'est pour cette raison que si vous comptez vous lancer dans France 5, regardez absolument les making-of après chaque épisode. Déjà, ils sont super complets. Pour toute la série, il doit bien y en avoir pour 6 heures. Mais aussi, ce sont des documents précieux sur l'état de la création amateur et de la scène weeb du début des années 2000, en plus d'être sacrément motivant. Un court-métrage, Message d'outre-espace, qui est une préquelle de la série, sortira quant à lui en 2023. Et il a lui aussi le droit à un making-of passionnant. Ça donne envie de créer, de s'amuser à filmer des trucs rigolos et de bricoler tout ce qu'on peut pour que ça ait de la gueule. Et au final, c'est pas ça l'essence du tokusatsu. Sur ce, passez une bonne journée et n'oubliez pas, courage, espoir, France 5. Shikebushi, France 5.